Let me tell you, we're going to be working in some new material, right, Stan? Yeah, we have a double door routine. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme à manquer les funérailles de son meilleur ami, de toujours Stan Laurel et Oliver Hardy, n'étaient pas seulement des humoristes, c'étaient des légendes qui ont façonné l'âme même de l'humour. Pourtant, derrière ces rires se cachaient des années de tension, de chagrin et de silence que le monde n'a jamais connu. Pendant des décennies, les fans se sont demandé pourquoi Stan n'était jamais venu dire au revoir à Hardy. Mais la vérité est bien plus déchirante qu'on ne l'imaginait. Le duo le plus emblématique de l'humour. Stan Laurel et Oliver Hardy étaient des personnages aux antipodes, mais ensemble, ils créèrent une alchimie qui transforma l'humour à jamais. L'un était grand et mince, avec une expression de confusion innocente, figée en permanence sur son visage. L'autre était rond et fier, se tenant comme un homme qui pensait tout maîtriser jusqu'à ce que le monde en décide autrement. Ensemble, ils ont créé un rythme comique qui allait résonner pendant des générations. Leur timing, leur alchimie et leur chaos naturel en ont fait le duo le plus reconnaissable de l'âge d'or du rire hollywoodien. Pourtant, derrière les projecteurs, les scénarios et les numéros burlesques parfaits, leur vie personnelle a été marquée par des défis qui n'ont pas toujours été révélés au public. Leurs chemins se croisèrent pour la première fois en 1921, bien avant que quiconque puisse deviner ce que cette rencontre allait signifier. Le film s'intitulait « Le chien porte-bonheur, une petite comédie muette » qui ne connut pas un grand succès. Stan jouait un malheureux victime d'un vol, tandis qu'Oliver jouait le voleur. Ils partageaient à peine des scènes et aucun des deux n'aurait pu imaginer qu'ils deviendraient la moitié d'un événement historique. À l'époque, tous deux essayaient simplement de survivre au début trépidant d'Hollywood, où les acteurs passaient d'un court-métrage à l'autre, espérant un salaire et peut-être un peu de reconnaissance. Stan Laurel a grandi baigné dans l'odeur de la peinture grasse et de la sueur. Ses parents tenaient un théâtre et dès son plus jeune âge, il fut attiré par les lumières de la scène. Il rejoignit la troupe de vaudeville de Fred Karno, la même troupe qui avait propulsé Charlie Chaplin au rang de star. Stan travailla comme doublure de Chaplin, l'observant attentivement construire des univers entiers à partir de petits gestes et de silence. Ce fut une véritable leçon de narration physique. Et même si Stan l'ignorait à l'époque, ces leçons allaient devenir le fondement de tout ce qu'il créerait plus tard. Lorsque la troupe fit une tournée en Amérique, Stan resta sur place pour explorer de nouvelles opportunités cinématographiques. Il oscilla entre petits rôles comiques et contrats de réalisateur, sans jamais vraiment trouver la personne qu'il était censé être. Mais il apprit le cadrage, le rythme, et comment une simple pause ou un simple regard pouvait donner vie à une scène. Ce sont ces détails qui allaient finalement définir son génie. L'univers d'Oliver Hardy n'aurait pas pu être plus différent, et pourtant, il l'a mené au même but. Hardy a commencé par chanter au théâtre, puis s'est tourné vers le vaudeville et enfin le cinéma muet. Ses amis l'appelaient Babe, un surnom qui lui est resté, car un coiffeur l'appelait ainsi quand il était plus jeune. Il était plus grand que nature, tant par sa prestance que par sa personnalité. Au début des années 1920, il avait déjà joué dans des centaines de films, non pas comme vedette, mais comme acteur secondaire fiable, capable de transformer même un petit rôle en un rôle mémorable. Lorsque les studios Hal Roach décidèrent d'associer officiellement Laurel et Hardy dans Putting Pants on Philip, 1927, le déclic se fit instantanément. Ce n'était ni forcé ni fabriqué, c'était naturel. L'émerveillement fragile et enfantin de Laurel contrastait parfaitement avec la suffisance de Hardy. Laurel clignait des yeux, inclinait la tête et regardait la caméra impuissant, tandis que Hardy levait les yeux au ciel, bombait le torse
et s'efforçait de conserver sa dignité au milieu du désastre. Leur alchimie n'a pas seulement fonctionné, elle est devenue un langage à part entière. Au cours des 2 décennies suivantes, ils ont bâti un empire du rire. Ils ont réalisé plus de 107 films ensemble, chacun étant une véritable leçon de comédie physique. Ils ne se sont pas appuyés sur des dialogues ou des répliques rapides. Ils ont plutôt construit l'humour sur le timing, le rythme et l'émotion. Leur chanson-thème, The Cuckoo Song, est devenue l'une des musiques les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Quelques notes suffisaient à attirer l'attention du public, annonçant que le chaos et le charme allaient se déployer. Les critiques admirèrent leur équilibre l'idiot et le gentleman, frustrés 2 extrêmes gravitant l'un autour de l'autre dans une parfaite harmonie comique. Leur renommée dépassa largement les frontières de l'Amérique. Ils ont fait une tournée en Europe où le public les a adorés comme des héros populaires. Des décennies plus tard, en 2005, les humoristes britanniques les ont élus 7 et plus grands groupes comiques de tous les temps, preuve que leur humour n'avait jamais vraiment pris une ride. Mais même les légendes ne restent pas insensibles au temps. À la fin des années 1940, le monde autrefois adepte du burlesque était en pleine mutation. Après la guerre, le public aspirait à des divertissements nouveaux et modernes. La magie qui animait autrefois les salles de cinéma commença à s'estomper, et lorsque Laurel et Hardy tournèrent leur dernier film, Atolka. En 1951, les fissures étaient impossibles à ignorer. La production fut un cauchemar du début à la fin. Les 2 hommes étaient en mauvaise santé, le scénario était fragile et la communication entre les équipes françaises et italiennes aggravait la situation. Le résultat fut un film incapable d'être à la hauteur de leur héritage, et pour la première fois, les rires ne semblaient plus si naturels. Cela marqua la fin d'une époque, non pas parce qu'ils avaient perdu leur flamme, mais parce que le monde autour d'eux avait changé. Pourtant, même lorsque les caméras cessèrent de tourner, leur lien perdura, malgré les triomphes, la maladie et les chagrins. Et pour Stan Laurel, cela conduisit à une ultime décision tacite qui laisserait les fans perplexes pendant des décennies les combats personnels de Stan. Stan Laurel a peut-être fait rire le monde, mais sa vie était souvent une tempête qu'il ne pouvait maîtriser. Loin des caméras, c'était un homme accablé par le travail empêtré dans des relations complexes et animé par un besoin de perfection qui ne lui laissait que rarement le repos. Ses ennuis naissaient souvent de son cœur. La vie amoureuse de Stan fut une succession de débuts brillants qui se transformèrent rapidement en troubles publics. Il se maria 5 fois, mais seulement avec 4 femmes, dont 2 fois pour l'une d'elles. Le scénario était presque cinématographique. Passion, incompréhension et effondrement se répètent comme les scènes d'une de ses propres farces. Avant qu'Hollywood ne le reconnaisse comme la moitié de Laurel, et Hardy Stan a connu sa première grande aventure avec May Dahlberg, une actrice et performeuse d'origine australienne. Ils se sont rencontrés alors qu'il travaillait dans le vaudeville et pendant un temps, elle a été sa partenaire sur scène comme en dehors. May était audacieuse, imprévisible et souvent jalouse de la renommée grandissante de Stan. Elle prétendait avoir inventé le nom de Stan Laurel, le persuadant de changer son nom de naissance Arthur Jefferson, car il sonnait mieux dans le show business. Le nom est resté, mais l'attention aussi. La présence de May devint rapidement un obstacle à la carrière de Stan. Elle avait l'habitude de s'immiscer dans sa vie professionnelle en interrompant les répétitions, en défiant les réalisateurs et en créant des scènes gênantes sur le plateau. Les producteurs des studios Hal Roach la considéraient comme un handicap et sa réputation commença à compromettre les opportunités de Stan. En 1925, la situation était devenue si tendue que le producteur Joe Rock fit une offre remarquable. Il aurait accepté de verser à May une indemnité
Certains disent jusqu'à 10 $0 si elle quittait Stan et restait définitivement hors des États-Unis. Elle accepta et pour la première fois depuis des années, Stan put enfin respirer. Mais ce genre de résolution n'efface pas les ravages émotionnels qu'elle laisse. Ses mariages ultérieurs ne lui ont pas non plus apporté la paix. Stan a épousé l'actrice Lois Nielsen en 1926 et pendant un temps, la situation a semblé stable. Ils eurent 2 enfants, mais la célébrité et les longues heures de travail les séparèrent. Après leur divorce, Stan épousa Virginia Ruth Rogers, puis divorça, puis épousa Vera Shuvalova, une chanteuse d'opéra russe, pour finalement retourner auprès de Ruth. Ce fut un tourbillon d'affection, de regrets et de tentatives de rédemption. Il n'était ni cruel ni distant, il était simplement agité, toujours en quête d'un calme introuvable. Même dans ses moments les plus intimes, Stan semblait véritablement attaché à son travail, alors que Oliver Hardy privilégiait une approche plus détendue du cinéma, faisant confiance au réalisateur et au scénario. Stan ne pouvait lâcher prise. Il était le moteur créatif du duo. La plupart du temps, il n'était ni officiellement crédité comme scénariste ni comme réalisateur, mais tout le monde au studio Hal Roach savait qui façonnait les films. Il écrivait des gags, montait des scènes, retravaillait des scénarios et cherchait constamment à rendre les choses un peu plus drôles, plus percutantes et plus parfaites. On racontait qu'il passait des heures au montage, ajustant le timing à la fraction de seconde près, convaincu qu'une seule pause mal placée pouvait ruiner une blague. Ses collègues se souvenaient de ses répétitions interminables, puis de la façon dont il abandonnait une scène entière si elle ne lui plaisait pas. Pour Stan, la comédie n'était ni une question de chance, ni d'impulsion, mais une question d'architecture. Chaque chute, chaque regard, chaque hésitation était conçue avec précision. Ce perfectionnisme faisait partie de ce qui rendait Laurel et Hardy intemporels, mais il avait un prix. Cette responsabilité pesait lourdement sur lui. Tandis que Hardy pouvait quitter le studio pour se détendre sur un terrain de golf ou à une fête, Stan ramenait le travail à la maison. Il passait son temps à esquisser des idées, à réécrire des lignes ou à appeler les rédacteurs tard le soir pour peaufiner quelque chose qui le tracassait. Lorsque la célébrité du duo atteignit son apogée, la pression pour maintenir ce niveau ne fit que s'intensifier. Le public s'attendait à la perfection à chaque fois et Stan prenait cette attente personnellement. Avec le temps, la tension commença à se faire sentir sur sa santé. Il développa le diabète et dans les années 1940, des problèmes cardiaques commencèrent à le ralentir. Les longues heures de travail et le stress émotionnel l'ont épuisé, mais il refusait de prendre du recul. Son travail était devenu indissociable de son identité. Même lorsqu'il était trop faible pour jouer, il continuait à écrire des croquis et des notes pour de futurs films qui ne virent jamais le jour. La célébrité qu'il avait autrefois portée devint finalement un fardeau. Hollywood était en pleine mutation et le genre de comédie sur lequel il avait bâti sa vie n'était plus au centre de l'attention. Le parlant, les nouveaux styles et le rythme accéléré rendaient l'humour lent et posé de l'ère Laurel et Hardy démodé aux yeux du jeune public. Stan ressentait profondément le cœur brisé que quelque chose qui lui était si cher, quelque chose qu'il avait construit avec tant de soin lui échappe. Chaque échec lui semblait personnel, chaque succès temporaire. Il riait à gorge déployée, mais lorsque son rire s'estompa, il se retrouva confronté à un silence que peu pouvaient comprendre. Et ce silence, cette pression et cette douleur allaient bientôt ouvrir la voie à certains des moments les plus comiques de l'histoire de la comédie, les controverses du duo.
La célébrité avait fait de Stan Laurel et Oliver Hardy le duo d'imbéciles le plus populaire au monde, mais la vie hors écran était bien plus compliquée que le chaos bien rangé qu'ils créaient devant la caméra. Derrière leur charme et leur grâce comique se cachaient des rumeurs, des mauvaises décisions et des fêlures émotionnelles que même leurs amis les plus proches tentaient d'ignorer. Stan Laurel avait toujours été le plus sérieux des deux, surtout dans son art, mais cette intensité se manifestait parfois dans sa vie privée, où les ragots brouillaient souvent la frontière entre vérité et exagération. Au fil des ans, des rumeurs sur son alcoolisme ont commencé à faire surface. Certains collègues disaient qu'il souffrait de dépression, surtout pendant les périodes de ralentissement du travail ou de ruptures amoureuses. L'homme connu pour ses scènes parfaites sur les plateaux de tournage s'était soudainement retrouvé incapable de monter le chaos de sa propre vie. On rapportait qu'il s'éloignait de ses amis et buvait pour apaiser l'anxiété liée à la célébrité et à l'échec. Sa santé était déjà fragile et le stress d'une réinvention constante ne faisait qu'empirer les choses. Des sources internes décrivaient un homme tiraillé entre la fierté de son héritage et la peur de ne pas être pertinent. Même à son apogée, on l'avait accusé d'être difficile à côtoyer. Certains au studio Hal Roach le disaient trop autoritaire et peu enclin à se fier au jugement d'autrui. Il insistait pour superviser chaque détail des scénarios aux accessoires, en passant par l'éclairage et même le choix des costumes. Stan considérait la comédie comme un art de la précision, mais ce n'était pas le cas de tous. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son perfectionnisme faisait fuir les membres de l'équipe et mettait parfois la patience de Hardy à rude épreuve. Pour certains, cela ressemblait à de la tyrannie déguisée en dévouement. La vie d'Oliver Hardy fut semée d'embûches, et même s'il les dissimulait sous son sourire affable, elle faisait souvent la une des journaux. Il s'est marié 3 fois, et chaque mariage semblait se terminer par un chagrin d'amour. Sa seconde épouse, Myrtle Reeves, aurait souffert d'alcoolisme et leur relation est devenue de plus en plus instable. Des amis ont raconté des disputes qui les ont tous deux épuisés. Hardy, bien que bienveillant et prompt à pardonner, se retrouvait souvent pris dans des cycles de frustration et de culpabilité. Le contraste entre son calme à l'écran et le chaos familial était saisissant. Il était également confronté à des problèmes financiers. Généreux à l'excès, il était connu pour aider ses amis et dépenser sans compter, mais son manque d'attention à l'argent lui causait des difficultés fiscales répétées. Les années 1930 et 1940 n'étaient pas tendres avec les acteurs dépourvus de sens des affaires et Hardy faisait confiance à des gens qui ne défendaient pas toujours ses intérêts. Il lui arrivait de devoir des sommes importantes au gouvernement et il lui arrivait d'accepter des contrats plus modestes ou moins prestigieux pour survivre. Il s'en plaignait rarement, mais cela l'épuisait. Malgré ces difficultés, le public continuait de les voir comme les 2 hommes attachants qu'ils incarnaient à l'écran. L'innocence de leurs personnages était devenue leur identité commune. Pour des millions de fans, ils n'étaient pas seulement des acteurs, mais des symboles d'amitié et de joie simple. Cette image était si forte que peu de gens pouvaient imaginer la réalité de 2 humoristes vieillissants aux prises avec des problèmes de santé, des frustrations créatives et une lente érosion de la célébrité. Lorsque des rumeurs de tension entre eux ont commencé à circuler, le public n'a pas voulu y croire. Leur alchimie était telle que l'idée même d'un conflit semblait impossible. Pourtant, leur partenariat n'a jamais été harmonieux. Ils étaient en désaccord sur la réalisation, les scénarios et sur la décision finale. L'intensité de Stan contrastait parfois avec la décontraction de Hardy. Il y eut des moments où ils parlèrent à peine entre les scènes, réservant leurs échanges aux caméras, là où le professionnalisme l'exigeait. Pourtant, l'affection sous-jacente à la tension ne disparut jamais complètement. La fascination du public pour leur relation ne se limita pas à l'amitié.
Au fil des ans, certains ont spéculé que leur proximité était peut-être plus profonde. Ils avaient passé des décennies ensemble, voyageant, travaillant et comptant l'un sur l'autre plus que sur quiconque. Ils partageaient souvent des chambres d'hôtel en tournée, terminaient leurs phrases et semblaient inséparables. Aux yeux du public, cela ressemblait à une collaboration qui allait au-delà de la simple camaraderie. Des rumeurs ont circulé évoquant une dimension romantique, mais aucune preuve concrète ne l'a jamais corroboré. La plupart de ceux qui les connaissaient croyaient à une fraternité, une intimité émotionnelle forgée par des années de lutte commune. Pourtant, les rumeurs persistaient peut-être parce que leur alchimie à l'écran était si naturelle que personne ne pouvait imaginer qu'elle fût purement professionnelle. Avec l'âge, la frontière entre image publique et réalité privée devint plus difficile à gérer. Chacun d'eux gérait ses propres problèmes. Stan avec sa santé et son agitation, et Hardy avec sa santé, ses finances et sa fatigue émotionnelle. Pourtant, ils préservaient des apparences chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ils souriaient aux photographes, accordaient des interviews polies et s'efforçaient de préserver l'illusion que Laurel et Hardy existaient toujours tels que le public s'en souvenait. Et à mesure que le monde évoluait, les difficultés de Hardy allaient bientôt s'alourdir, laissant derrière elles un fardeau qu'aucun rire ne pouvait masquer. Le déclin tragique d'Oliver Hardy. Le déclin d'Oliver Hardy était une de ces histoires hollywoodiennes qui semblaient trop cruelles pour un homme qui avait passé sa vie à faire rire les autres. L'image que le monde connaissait, celle du gentleman rond et sûr de lui coiffé d'un chapeau melon et affichant une certaine suffisance, commença à s'estomper peu à peu, remplacée par une version fragile de lui-même que peu reconnaissaient. Des années d'efforts physiques, de mauvaises habitudes et le poids d'une performance constante commencèrent à le rattraper et cette transformation était déchirante à voir. Le poids de Hardy avait toujours fait partie de son identité à l'écran. La différence de taille entre lui et Stan Laurel était au cœur de leur comédie. L'homme pompeux et corpulent tentait de garder le contrôle, tandis que son partenaire plus petit et maladroit gâchait tout autour de lui. Mais hors champ, ce poids était un fardeau pour toute la vie. Dans les années 1940, sa corpulence était devenue dangereuse. On rapportait qu'il pesait bien plus de 136 kilos et les exigences physiques des concerts, des tournées et des tournages commençaient à l'épuiser. Ce que le public considérait comme une rondeur attachante était en réalité un problème de santé imminent. En 1954, Hardy fut victime d'une légère crise cardiaque. Elle ne fut pas fatale immédiatement, mais elle le força à affronter la seule chose qu'il avait ignorée pendant des décennies, sa santé. Cette peur le poussa à opérer des changements radicaux. Sur prescription médicale, il a entamé un régime strict pour reprendre le contrôle de sa vie. Au cours des mois suivants, il a perdu plus de 70 kilos, une transformation si radicale que ses amis l'ont à peine reconnu. Lorsqu'il est réapparu en public, ses fans ont été stupéfaits. La silhouette ronde familière qui symbolisait la moitié de la troupe comique la plus populaire au monde avait disparu. Son visage avait maigri, ses vêtements étaient amples et son air autrefois joyeux avait pris une allure fantomatique. Certains tabloïds ont spéculé qu'il était en train de mourir d'un cancer. D'autres se demandaient s'il avait souffert d'une mystérieuse maladie. Hardy lui-même n'a jamais abordé directement les rumeurs. Mais tout en restant poli et doux, il exprimait une tristesse discrète, comme s'il comprenait que le public ne voyait plus l'homme qu'il adorait autrefois, mais seulement son ombre. Malheureusement, sa perte de poids spectaculaire n'a guère contribué à le sauver des dommages déjà causés. Des années de tabagisme excessif et de mauvaise alimentation avaient gravement endommagé son cœur et ses poumons. Fumeur depuis toujours, il fumait souvent pendant les pauses sur les plateaux de tournage ou entre les prises. Cela faisait partie de la culture de l'époque, studio loge et même plateau de tournage remplis de fumée de cigarettes.
Mais pour Hardy, c'était devenu une habitude dont il ne parvenait pas à se défaire. Lorsque les médecins l'ont averti des conséquences, son corps peinait déjà à se remettre d'années de tension. La combinaison de problèmes cardiaques, d'une faiblesse pulmonaire et d'épuisement le rendait de plus en plus immobile. L'homme qui avait autrefois poursuivi Laurel sur les toits et dans les escaliers devant la caméra se déplaçait désormais avec difficulté. Les offres de tournage se tarissaient en partie parce que le public préférait se souvenir de lui tel qu'il avait été et non tel qu'il était devenu. Il refusa les apparitions publiques, préférant vivre tranquillement auprès de sa femme Lucille, qui prit soin de lui avec dévouement jusqu'à la fin de sa vie. En 1956, la tragédie frappa à nouveau. Hardy fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui le laissa paralysé et muet. Ce fut un cruel revirement pour quelqu'un dont la vie tournait autour de la performance, du timing et de l'expression. Il était alité et bien que Stan Laurel l'appelle et lui écrive souvent, Hardy était apparemment trop faible pour répondre. Leur lien qui les avait portés à travers des décennies de rire et de difficultés n'existait désormais plus que dans le silence. Cet accident vasculaire cérébral marqua la fin de la vie publique de Hardy. Il ne travaillerait plus jamais, ne se présenterait plus jamais devant une caméra et ne partagerait plus jamais l'écran avec Laurel comme il l'avait fait tant de fois auparavant. En août 1957, il fut victime de 2 autres accidents vasculaires cérébraux coup sur coup. Son corps ne pouvait plus supporter les dommages. Le 7 août 1957, Oliver Norval Hardy décédait d'une thrombose cérébrale à l'âge de 65 ans. La nouvelle de son décès se répandit rapidement et la réaction fut immédiate. Les hommages ont afflué de tout Hollywood, d'Europe et d'ailleurs. Humoristes, acteurs et cinéastes qui avaient grandi en le regardant parler de son timing impeccable et de sa chaleur humaine. Les journaux l'ont décrit comme un géant doux, un artiste dont l'humour provenait de l'humanité plutôt que de la cruauté. Les fans qui suivaient Laurel et Hardy depuis leur début étaient en deuil comme s'ils avaient perdu un ami. Partout dans le monde, les cinémas ont rediffusé leurs films et le public a de nouveau ri aux larmes, se souvenant de la joie qu'il leur avait apportée. La disparition de Hardy a marqué bien plus que la mort d'un homme. C'était la fin symbolique d'une époque. L'âge d'or du burlesque était déjà révolu, mais avec la mort de Hardy, le rideau final semblait tomber sur ce monde plus simple de la comédie. Son absence laissa un silence que même Stan Laurel ne parvint pas à combler. Et dans les semaines qui ont suivi le décès de Hardy, les fans attendaient de revoir l'homme qui avait partagé presque chaque instant de sa vie. Mais le jour des funérailles, un événement inattendu s'est produit, laissant tout le monde sous le choc. Les raisons de l'absence de Stan. Les funérailles d'Oliver Hardy eurent lieu par une chaude journée d'août 1957 au Valhalla Memorial Park de North Hollywood. Ce fut une cérémonie modeste, silencieuse, digne et peuplée de visages du passé. Famille, amis et anciens collègues étaient réunis pour dire au revoir à celui qui avait été l'un des partenaires les plus marquants du cinéma. Les photographes attendaient dehors, espérant capturer une image que tout le monde s'attendait à voir Stan Laurel debout aux côtés de son ami de toujours une dernière fois. Mais il n'est jamais venu. Le siège qui lui était réservé resta vide et pour beaucoup cette absence devint aussi médiatisée que les funérailles elles-mêmes. La vérité fut bien plus douloureuse qu'il n'y paraissait. À la mort de Hardy, Stan était lui-même de santé fragile. Des années d'épuisement de diabète et de problèmes cardiaques l'avaient affaibli. Il vivait tranquillement à Santa Monica, écrivant des lettres et se remettant des conséquences émotionnelles et physiques de sa carrière. Lorsque la nouvelle de la mort de Hardy lui parvint, il fut frappé plus durement qu'on ne l'aurait cru.
Des sources internes ont révélé plus tard qu'après l'avoir appris, il avait été profondément bouleversé. La perte n'était pas seulement personnelle, il avait l'impression qu'une part de son identité lui avait été arrachée. Assister aux funérailles n'était pas un simple choix. En fait, le médecin de Stan lui avait fortement déconseillé cette pratique, prévenant que la tension émotionnelle et l'effort physique pourraient déclencher un nouvel effondrement. Son corps ne pouvait supporter ni le voyage ni le stress. Même s'il avait ignoré cet avertissement, il savait qu'il n'aurait pas pu supporter la cérémonie. Interrogé sur sa décision, il répondit simplement « Babe comprendrait ». Babe était le surnom de Hardy, celui que Stan utilisait depuis des décennies. C'est ainsi qu'il l'appelait même dans ses lettres privées. Cette courte phrase en disait long sur la profondeur de leur amitié. Stan comprenait aussi le fonctionnement des apparitions publiques, surtout lorsqu'il s'agissait de célébrités de leur envergure. Il savait que s'il se présentait fragile et visiblement ému, la presse braquerait ses caméras sur lui plutôt que sur Hardy. Les funérailles cesseraient d'être l'histoire de l'homme enterré et deviendraient un spectacle consacré aux survivants. Il ne le souhaitait pas. Ce jour appartenait à Hardy et toute distraction même née de l'amour aurait été déplacée. Son absence, cependant, fut facilement mal interprétée. Les journaux de l'époque supposèrent que quelque chose n'allait pas entre les deux hommes. Certains affirmèrent qu'ils s'étaient brouillés avant la maladie de Hardy ou que leur collaboration s'était terminée dans des conditions difficiles. D'autres ont évoqué la fierté ou la culpabilité de Stan qui ne supportait peut-être pas de voir son ami enterré. Des fans ont écrit des lettres au magazine confus et déçus. Pour ceux qui avaient grandi en voyant le couple inséparable trébucher et se rétablir ensemble à l'écran, il était presque impossible d'imaginer que l'un d'eux ne serait pas là pour dire au revoir à l'autre. Mais leurs proches connaissaient la vérité. Lors de conversations privées et d'interviews ultérieures, Laurel avait clairement affirmé qu'il n'y avait eu ni querelle ni ressentiment non résolu. Leur amitié avait perduré jusqu'à la fin. En fait, durant les derniers mois de Hardy, Stan avait souvent contacté Lucille Hardy, lui demandant de ses nouvelles et lui envoyant des lettres de réconfort. Après les funérailles, il a reçu des messages de sympathie de fans et de collègues du monde entier, mais il est resté largement silencieux sur son chagrin. Pressé par les journalistes, il se contentait de dire qu'il avait perdu son meilleur ami. Même confiné chez lui par la maladie, il continua d'écrire des blagues, des sketchs et des idées dont beaucoup portaient encore le nom de Hardy à côté du sien. C'était comme s'il ne pouvait imaginer créer sans lui. Chaque idée inachevée semblait se terminer de la même façon, le personnage de Hardy attendant juste en retrait, prêt à répondre à un signal qui ne viendrait jamais. Après la mort de Hardy, Stan Laurel se retira discrètement de la vie publique. La scène, autrefois son second foyer, n'avait plus aucun sens sans sa partenaire à ses côtés. Il ne se produisit plus jamais, refusant toutes les offres qui se présentaient à lui. Pour lui, Laurel et Hardy formaient une seule et même création, une création impossible à réaliser avec une seule moitié. Il passa donc ses dernières années entouré de souvenirs de leur carrière de photographie de lettres et de scénarios de films qui avaient marqué une époque. Même à la retraite, il continua d'écrire. Des piles de croquis et de scénarios inachevés encombraient son bureau, chacun portant sa touche familière de précision et de simplicité. Mais il n'avait aucune intention de les réaliser. L'écriture devint sa routine tranquille, un moyen de rester connecté à l'art qui lui avait donné un but. Il répondait également avec assiduité aux courriers de ses fans, écrivant parfois de longues lettres attentionnées à des admirateurs qui avaient grandi en admirant son travail. Les visiteurs étaient souvent surpris par sa chaleur et son humilité, toujours prêt à partager des anecdotes sur Hardy et leurs années ensemble. En 1961, l'Académie des arts et des sciences du cinéma
lui décerna un prix honorifique pour sa contribution à la comédie cinématographique. Cependant, bien que profondément touché par cette reconnaissance, il n'assista pas à la cérémonie. Comme tout au long de sa vie, il préféra rester à l'écart des projecteurs. Stan Laurel mourut en 1965 à l'âge de 74 ans d'une crise cardiaque, laissant derrière lui un héritage qui continue de façonner l'humour aujourd'hui. On se souvient de lui non seulement comme d'un pionnier, mais aussi comme d'un ami fidèle qui ne cessait de rire avec celui qui l'avait perdu. Qu'en pensez-vous? L'absence de Stan avait-elle d'autres causes? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la suivante et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations.